Alors le deuxième chapitre du programme du Conseil national de la Résistance, établir la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français. C'est ce qu'avaient dit nos ancêtres en 1944. Eh bien, nous le faisons nôtre. Nous allons rétablir la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français. Le rétablissement de la démocratie et de la République, vous l'avez compris, c'est le but même, c'est la quintessence même du mouvement politique que j'ai créé, qui consiste à justement sortir la France de l'Union européenne pour que les Français puissent avoir enfin des élections qui aient du sens. Mais ceci ne suffira pas. Nous y ajouterons une réforme constitutionnelle de grande ampleur. Avant 2 ans, les électeurs français seront appelés par référendum. J'appellerai les Français, si vous m'élisez à la présidence de la République, j'appellerai les Français à se prononcer par référendum et à adopter une réforme constitutionnelle de grande ampleur afin de rétablir des grands principes démocratiques et républicains de souveraineté nationale. Tout d'abord, l'interdiction de principe des transferts de souveraineté. L'interdiction constitutionnelle de tout transfert de souveraineté qui ne soit pas précisément limité dans le temps et dans l'objet et sous contrainte de réciprocité. C'est vrai, quoi, on ne peut pas avoir une constitution qui précise que le président de la République est chargé de veiller à la souveraineté et à l'indépendance nationale et de considérer comme normal de faire des transferts de souveraineté. Il y a quelque chose qui cloche, donc il n'en est plus question. Il faut tout simplement que l'on ait des transferts éventuellement provisoires dans quelques organisations internationales, et encore, et de toute façon provisoires et jamais pérennes. Le deuxième point sera la suppression de la procédure du Congrès. Parce que une réforme constitutionnelle concerne tous les Français. Et donc tous les Français doivent être amenés à décider s'ils veulent, oui ou non, changer leur constitution. On a vu le scandale qu'a représenté la ratification du traité de Lisbonne. Désormais, toute réforme de la Constitution ne pourra plus se faire que par la seule voie du référendum prévu par l'article 11, et la réforme ne pourra être adoptée d'ailleurs que par une majorité des électeurs inscrits. Ces deux dispositions ne pourront pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle ultérieure. Troisièmement, la transformation du Conseil constitutionnel en une Cour constitutionnelle professionnalisée et dépolitisée. Vous savez que c'est un des grands scandales de la République, et d'ailleurs, moi qui suis souvent à citer Charles de Gaulle, voilà un point par exemple où je suis en désaccord formel avec ce qu'il avait décidé, c'est que le Conseil constitutionnel est celui d'une république bananière. Les juges de la rue de Montpensier, comme on dit, sont en fait nommés, comme vous le savez, par le président de la République, le Premier ministre et le président du Sénat. Excusez-moi, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. C'est-à-dire, en fait, nous avons affaire à des gens éminemment politiques et dont nous n'avons aucune assurance quant à la qualité de leur raisonnement juridique. Donc, nous créerons à la place du Conseil constitutionnel une Cour constitutionnelle de la République française qui s'inspirera du Tribunal constitutionnel de la République fédérale d'Allemagne. La Cour constitutionnelle de la République française, comme le tribunal de Karlsruhe le fait pour la République fédérale allemande, sera exclusivement composée de magistrats professionnels. Les 16 membres de cette Cour seront élus par les assemblées parlementaires pour un mandat non renouvelable et inamovible de 12 ans. La Cour constitutionnelle de la République française sera chargée de défendre la Constitution en toutes circonstances, comme le fait le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, et en aucun cas de proposer de la défaire, comme le fait le Conseil constitutionnel, pour complaire au président de la République du moment. Donc, comme le Conseil constitutionnel a trahi sa mission, nous aurons une Cour constitutionnelle qui sera là pour faire respecter la Constitution.
Toujours dans cette réforme constitutionnelle de grande ampleur pour rendre le pouvoir aux Français, oui, ça c'est l'entrée du Conseil constitutionnel actuel qui se transformera en Cour constitutionnelle. Nous instaurerons le référendum d'initiative populaire. Ce référendum existera parallèlement au référendum d'initiative présidentielle, conformément aux dispositions actuelles de la Constitution, mais il paraît légitime et normal dans un pays démocratique. Ça existe dans de nombreux pays, en Suisse, ça existe en Californie. Donc pourquoi ça n'existerait pas en France d'avoir un référendum d'initiative populaire? Ce référendum s'effectuera sous le contrôle de la nouvelle Cour constitutionnelle de la République française, qui vérifiera seulement si ce référendum est bien conforme à la Constitution. Mais nous n'aurons donc pas de jugement en opportunité politique préalable. Il vérifiera simplement si effectivement ça ne viole pas les principes fondamentaux de la Constitution. Mais pour le reste, ça dépendra aux Français de décider de prendre cette initiative. Une loi organique, vous connaissez le régime des lois organiques, qui sont des lois plus complexes que les lois normales. Une loi organique fixera les modalités d'organisation de ce référendum d'initiative populaire. Les référendums, qu'ils soient d'initiative de l'exécutif ou d'initiative populaire, pourront également désormais comporter plusieurs questions afin de permettre de nuancer les réponses. Puisque l'un des principes souvent opposés au référendum, c'est de dire c'est oui ou non. Eh bien, ça existe d'ailleurs ailleurs, d'avoir des référendums avec des possibilités pour les Français de répondre à diverses questions à la fois. Le 5e point, ça sera la reconnaissance du vote blanc. Il n'y a aucune raison pour que les Français qui se déplacent pour aller placer un bulletin dans l'urne et qui le font avec le souci de la citoyenneté de la République, il n'y a aucune raison de considérer que parce qu'ils n'aiment ni M. Sarkozy ni Mme Ségolène Royal, ils soient des chiens. En 2007, il y avait des gens, figurez-vous, au 2e tour, qui n'avaient envie ni de M. Sarkozy ni de Mme Royal. Alors ils avaient le choix entre quoi ? À voter pour l'une des deux personnes dont ils ne voulaient pas, ou à aller voter blanc, mais à ce moment-là, on considérait leur vote comme nul et non avenu, ou bien à s'abstenir. Donc, il faut que le vote blanc soit reconnu en tant que tel. Ça sera d'ailleurs une bonne mesure du degré de popularité et de représentativité des partis politiques existants. Le 6e point, ça sera l'équité du financement public des activités politiques. Actuellement, le système a été entièrement verrouillé par les deux grands partis politiques que sont l'UMP et le Parti socialiste, par un système extrêmement bien calculé, on peut leur faire confiance, qui fait qu'en réalité, ils ont interdit à toute société, toute association de financer un parti politique, c'est très bien. Mais donc ils disent ben maintenant il y a un financement public, sauf que pour avoir le financement public, eh bien il faut déjà être un parti qui a une certaine surface. Sinon on n'y arrive pas. Et c'est la raison pour laquelle des âmes charitables m'avaient dit « Monsieur, vous n'arriverez à rien en créant un nouveau parti puisque vous ne pourrez pas développer votre parti puisque vous n'aurez pas d'accès ni aux médias ni à l'argent. » Mais c'est justement ça qu'il faut changer. Il faut que nous en avons bavé. On continue d'en baver, mais c'est mieux maintenant qu'il y a 4 ans et demi. On en a bavé en créant ce mouvement politique, eh bien ça n'est pas normal que dans une grande démocratie, il soit à ce point presque insurmontable de créer un nouveau mouvement politique lorsque ceux existants sont entièrement vérolés. Donc, il faudra fixer un cadre constitutionnel et législatif afin d'assurer l'équité d'accès de tous les mouvements politiques au financement public. Il pourra s'effectuer sur la base d'une aide de l'État uniquement proportionnelle à chaque voix reçue aux élections, et cela dès la première voix. J'insiste sur le fait qu'en 2009, l'UMP a encaissé 30 millions d'euros d'argent public, c'est-à-dire votre argent et le mien,
Et le Parti socialiste a encaissé 24 millions d'argent public, c'est-à-dire qu'à eux deux, l'UMP et le Parti socialiste, ont encaissé quelque chose comme environ 75% de l'enveloppe financière réservée au financement de la vie politique en France. Pourtant, cette même année 2009, il y a eu des élections nationales qui étaient les élections européennes, et il y a eu 61% d'abstention. L'UMP et le Parti socialiste cumulés ont réussi à drainer 17% des électeurs. Ça veut donc dire qu'en 2009, 17% des électeurs, lors de la seule consultation nationale qui a eu lieu, sont allés voter pour l'UMP et le Parti socialiste, alors même que l'UMP et le Parti socialiste ont encaissé 75% des financements. C'est un véritable racket et un hold-up parce que les personnes qui ne sont pas allées voter pour l'UMP et le Parti socialiste, il est absolument inadmissible que leurs impôts servent à financer le Parti socialiste ou l'UMP. En revanche, même un petit parti, si vous savez que quand vous allez voter pour un petit parti, eh bien votre voix rapportera à ce petit parti la quote-part que vous payez vous dans vos impôts, eh bien vous serez amené à aller voter et vous voterez pour qui il vous chante. Le 7e point, c'est le rétablissement et l'extension du crime de haute trahison. Vous savez que par une certaine pudeur, dont on se demande pourquoi et d'où elle vient, M. Sarkozy a fait procéder à un toilettage de la Constitution où l'on a fait disparaître le mot de haute trahison. Eh bien, moi, je propose qu'on le réintroduise, puisque ça avait été prévu comme tel par les fondateurs de la Ve République. Il faut rétablir le crime de haute trahison pour le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement, mais aussi en précisant dans la Constitution la signification juridique précise de cette incrimination. Notamment, je propose que l'on parle de haute trahison lorsqu'il y a entente avec des puissances étatiques étrangères ou avec des pouvoirs privés pour mener une politique manifestement contraire à l'intérêt national du peuple français. Le 8e point sera la réforme du statut de l'élu, avec l'interdiction du cumul des mandats électifs, quels qu'ils soient, avec la suppression du cumul des rémunérations pour les élus qui exercent actuellement plusieurs mandats, avec le principe général de limitation à un seul renouvellement pour tous les mandats électifs, quels qu'ils soient. Quelqu'un qui a été député pendant 10 ans, pendant 2 mandats, eh ben c'est bon. Il faut qu'il donne la place à quelqu'un d'autre. Il y en a assez de ces dynasties de parlementaires où l'on se repasse un mandat du père à la femme, puis à la fille, et puis au gendre, et puis ci, et puis ça. C'en est fini. Et pour en finir de façon tout à fait simple et sobre, eh bien, ça ne sera pas la seule possibilité, mais il y aura déjà celle-là qui sera d'accélérer le renouvellement des députés. Le principe de l'inéligibilité à vie des responsables publics condamnés pour corruption. Le principe de l'examen périodique de l'existence ou non de conflits d'intérêts. Et puis enfin, nous prévoirons dans la Constitution d'inscrire dans notre Constitution la liste des services publics non privatisables par nature.